Bien, mais d'abord, je remercie Lucie Groman qui nous a fait patienter en nous faisant écouter un texte de Bertolt Brecht, un hommage à Rosa Luxembourg, texte mis en musique par Kurt Weill. Et c'est un chant qu'elle avait repris dans son spectacle Poum. Donc, merci Lucie. Avant de donner la parole à Jean Vogel, je vais vous rappeler quelques activités de l'UPJB. Donc, samedi, il y a un rassemblement en commémoration de la Nakba à 15h à l'Albertine, à Bruxelles. Ensuite, le 21 mai, on retrouvera Irène Kauffer qui viendra nous parler de son dernier livre, Lady Book. Et le 28 mai, Ruth Zilberman, 209 rue Saint-Maur, autobiographie d'un immeuble. On sera évidemment toujours en visioconférence au mois de juin aussi. D'ailleurs, on reprendra très certainement les réunions dans notre salle au mois de septembre. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Jean Vogel, qui est président de la Fondation Lippmann, Marcel Lippmann. Fondation qui vient de consacrer un colloque passionnant sur la commune, à la commune. Et dans ce colloque, il y avait un exposé sur Rosa Luxembourg et la commune, qui est visible maintenant comme toutes les autres interventions sur la chaîne YouTube de la Fondation et sur le site de la Fondation. Mais aujourd'hui, Jean Vogel a choisi de traiter un sujet tout à fait différent, la subjectivité féminine révolutionnaire de Rosa Luxembourg. Alors, Jean, je te donne la parole. Encore une chose, pardon, avant de te donner la parole, c'est que les participants qui veulent poser une question la posent par écrit à l'onglet Q et R qui se trouve quelque part sur votre écran. Et on synthétisera les questions ou bien on les prendra une à une selon le nombre de questions à la fin de l'exposé de Jean Vogel. Donc, Jean, à toi. Merci beaucoup, Dominique, et merci à Lucie. Donc, ce que je ne vais pas faire, c'est un exposé sur la pensée politique et théorique de Rosa Luxembourg, ni sur son rôle dans l'histoire, ni sur sa vie. Donc, les éléments historiques et biographiques que j'indiquerai seront minimum, juste pour éclairer ce qui est nécessaire. En revanche, au fil de mon exposé, je vous lirai une douzaine de passages de sa correspondance que j'ai choisis parce que je marque particulièrement des points que je voudrais faire ressortir ou pour leur beauté. Je dois ajouter en outre, puisque mon sujet c'est une subjectivité féminine, que Rosanne n'a jamais traité de la question féminine. Ça ne faisait pas partie de ses centres d'intérêt. Elle a marqué un soutien au mouvement des femmes socialistes et qui était animé par sa grande amie Clara Zetkin. Elle a collaboré épisodiquement à l'hebdomadaire de ce mouvement dit Gleichheit, mais elle était réfractaire, profondément réfractaire, et elle prenait presque comme insultant le fait qu'on lui ait suggéré de se consacrer spécifiquement à la cause féminine. Elle voulait traiter de l'ensemble des questions du socialisme et du mouvement ouvrier. Alors, quand on a dit ça, ce n'est pas si simple. Dans l'histoire, on va quand même voir qu'il y a des interactions à l'issue de pendant la guerre mondiale, à l'issue de sa première période d'1 an en prison, quand elle sort la première et leur unique fois de prison en février 1916, il y a 1 millier d'ouvrières de Berlin qui l'attendent à la sortie de la prison pour l'accompagner en cortège jusqu'à son appartement en lui apportant plein de cadeaux. Son appartement débordait à ce point de fleurs et de victuailles que les ouvriers lui avaient apportées qu'elle ne savait plus bouger à l'intérieur. Il y a un aspect sur son rapport à la subjectivité féminine sur lequel on peut déjà s'interroger, c'est que par rapport aux attaques dont elle était l'objet. Rosa a toujours été attaquée d'abord, aussi bien d'ailleurs par la presse de droite que par ses adversaires au sein du Parti social-démocrate allemand et parfois même par certains de ses alliés. Elle était attaquée en tant qu'étrangère,
juive polonaise, de citoyenneté russe naturalisée allemande grâce à un mariage blanc, et en tant que femme. Et alors qu'elle, souvent, elle a relevé, elle a répondu, elle a contre-attaqué aux attaques xénophobes dont elle était l'objet, elle a toujours complètement ignoré les attaques misogynes. Je crois que ce serait intéressant de revenir là-dessus et de s'interroger pourquoi. Bon, quand je dis subjectivité, c'est comment Rosa Luxembourg s'est constituée en tant que sujet politique, sujet amoureux, sujet éthique. Ce sont ces trois types de subjectivité que je vais aborder successivement dans mon exposé. Constituer, ça ne veut pas dire qu'elle représentait ou qu'elle incarnait d'aucune façon un modèle de subjectivité féminine dans ces trois champs, mais tout le monde conviendra qu'il n'y a pas de neutralité du point de vue du genre et qu'on verra qu'elle assume ou qu'elle explicite plus exactement assez clairement comment elle est femme en politique, en amour ou dans les relations avec les autres. Cette question n'a presque jamais été abordée. Elle était traitée par deux philosophes américaines, Hannah Arendt, dans un article de 1966, consacré à discuter, à rendre compte du livre, de la biographie de Rosa Luxembourg de Nettel, et Raya Donayevskaya, dans un essai, Rosa Luxembourg, la libération des femmes et la philosophie de la révolution de Karl Marx, qui date de 1981. Alors, Arendt et Donayevskaya traitent la question complètement différemment, d'une manière presque opposée, et je trouve leurs réponses respectives insatisfaisantes, mais je reviendrai là-dessus, sur elles, sur un point précis. Alors, dans mon exposé, je vais développer un certain nombre de différenciations et de nuances, mais il y a une dimension globale qui surplombe tout le reste, qu'il faut avoir présente à l'esprit, quel que soit l'aspect sur lequel on envisage la vie, la personne de Rosa Luxembourg, et qui était très simplement exprimée par Clara Zetkin dans l'article nécrologique qu'elle a écrit en 1919 dans la revue de l'Internationale communiste. Et Clara disait « Le socialisme était pour Rosa Luxembourg une passion dominante qui absorbait toute sa vie, une passion à la fois intellectuelle et éthique. Cette passion la consumait et se transformait en travail créatif. Cette femme rare n'avait qu'une seule ambition, une seule tâche dans la vie, préparer la révolution qui devait ouvrir la voie au socialisme. Sa plus grande joie, son rêve était de vivre pour voir la révolution, de prendre part à ses luttes. » Alors, Rosa est née en 1871 dans une famille bourgeoise juive de commerçants aisés de Zamość. Sa famille a déménagé quand elle avait 3 ans à Varsovie. Il s'agissait d'un juif polonais, donc assimilé, de culture et de langue polonaise, d'un milieu bourgeois libéral. Elle était baignée simultanément, dès son enfance, dans la culture polonaise et dans la culture allemande. Un de ses adversaires, dont je reparlerai, Karl Radek, a dit « La plupart des révolutionnaires de cette génération issus de ce milieu ont dû effectuer une rupture violente avec leur famille en devenant socialiste, en devenant révolutionnaire, mais ça n'a jamais été le cas de Rosa. Pour elle, c'était une continuation et un approfondissement des valeurs familiales. Et toute sa vie, elle a accordé une grande importance à sa famille et gardé beaucoup de liens avec elle, même si, pour des raisons évidentes, elle lui cachait un grand nombre d'aspects de son existence et de son activité. Sa formation culturelle, on peut dire qu'il s'agit d'une formation européenne. Et en général, dans cette génération-là et dans ce milieu, bourgeoisie libérale juive assimilée, Hannah Arendt dit qu'il s'agit de véritables Européens. Et peut-être
c'est une des clés d'explication de son internationalisme, ou de la forme que l'internationalisme a pris chez elle. Dès sa jeunesse, elle parlait 4 langues, le polonais, l'allemand, le russe et le français. Plus tard, elle a encore appris, elle s'était tout à fait à l'aise en italien, l'italien et l'anglais, donc elle parlait couramment 6 langues. Sa correspondance avec Leo Jogiches, qui a été pendant 16 ans, entre ses 20 et ses 36 ans, son compagnon, il y a une correspondance énorme, et elle lui écrivait, lui était un juif originaire de Vilnius, mais donc plutôt du même type de milieu, bien que d'une famille beaucoup plus riche, mais plutôt de culture russe. Donc elle lui écrivait en polonais, lui écrivait en russe, mais les lettres de Rosa sont absolument parsemées de mots, d'expressions, de phrases en allemand et en russe. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rarement, et alors avec une fonction assez précise, de termes yiddish. Mais c'est assez intéressant de voir mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, l'usage de l'interpolation de l'allemand et du russe dans ces lettres en polonais. Et c'est l'autre, à côté de cette dimension culturelle européenne, Rosa se sentait profondément polonaise. Il y a une confusion qu'il ne faut pas faire entre son internationalisme politique qui l'a conduit à une opposition extrêmement virulente, constante, qui est un axe central de son action et de sa pensée au nationalisme polonais, et notamment au courant nationaliste à l'intérieur, ou social-patriote, comme il disait, à l'intérieur du mouvement socialiste polonais, au courant qui visait à mettre à l'avant-plan la restauration, puisque la Pologne n'existait plus depuis la dernière décennie du XVIIIe siècle, donc tous les courants qui visaient à maintenir vivante l'objectif des luttes nationales du XIXe siècle et à se fixer comme finalité du mouvement, à fixer comme finalité au mouvement socialiste de contribuer à la restauration de la Pologne, elle s'est toujours opposée virulemment. Et c'était même la démarcation principale sur laquelle s'est faite la division du mouvement socialiste polonais. En revanche, Rosa se définissait comme patriote polonaise. Pour elle, le patriotisme n'était pas une idéologie, mais c'était un sentiment personnel d'affection pour une terre, d'affection pour les gens, d'affection pour les paysages, d'affection pour une langue. C'est le premier passage que je voulais lire. Après des années d'exil en Suisse puis en Allemagne, elle est amenée à aller faire une campagne électorale dans les régions alors polonaises de l'extrême est de l'Allemagne, donc en Haute-Silésie, et elle écrit « Ma plus forte sensation et la principale, je la dois à la région d'ici. Des champs de blé, des prés, des forêts, une immense plaine et la langue polonaise, les paysans polonais tout autour. Tu ne peux pas t'imaginer comme tout cela me rend heureuse. Je me sens revivre, comme si j'avais retrouvé la terre sous mes pieds. Je ne suis jamais las de les entendre parler, de respirer l'air d'ici. Et nos paysans misérables, sales mais si beaux. À Kanzdrin, j'ai vu 3 familles, 2 paysans et une juive qui partaient pour l'Amérique. Quelle misère, au point que les larmes m'étouffaient, mais en même temps j'étais si heureuse de les voir que je ne pouvais pas détacher d'eux mon regard. À Berlin, avec le premier argent qu'elle gagne elle-même, jusque-là elle avait été entretenue par sa famille, puis par son compagnon, avec le premier argent qu'elle gagne elle-même, elle dit qu'elle s'abonne à un quotidien polonais, et elle commente « Je m'offrirai un journal polonais et je le garderai ensuite toute ma vie. Chacun devrait avoir en permanence un journal de son pays, tout comme on se lave et on mange. » Alors, Rosa s'était engagée politiquement quand elle était lycéenne, dans les années 80, au lycée de Varsovie, dans un des premiers groupes socialistes de l'époque, le Parti prolétariat. Elle avait
elle s'était politisée pour la première fois. À 18 ans, en 1889, elle va partir faire des études universitaires à Zurich. C'est là qu'elle passera 7-8 ans plus tard sa thèse de doctorat. L'université de Zurich était une des rares qui acceptait les filles à l'époque, et Zurich était aussi un centre important de l'émigration russe et polonaise. Et c'est là qu'en 1891, 90 ou 91, elle rencontre et elle se met en couple avec Leo Jogishus. Et donc leur histoire et leur couple dureront 16 ans, entre ses 20 ans et ses 36 ans, avec des périodes de vie communes assez rares et le plus souvent une relation à distance. Et à eux deux, au début de la décennie 90, ils vont créer un tout petit groupe de sociodémocrates marxistes et antinationalistes, qui finira, après des vicissitudes, ce que je ne vais pas retracer du tout, par former un parti, le parti qui s'appelle Social-démocratie du Royaume de Pologne et de Lituanie. De Lituanie parce qu'ils ont fusionné plus tard avec un groupe lituanien. Alors, leur plateforme principale, c'est celle d'un marxisme internationaliste intransigeant, et donc qui s'oppose brutalement, de front, au courant qui tente à constituer un parti socialiste polonais, qui le constitueront d'ailleurs par la suite, sur base d'une lutte pour la restauration de l'indépendance de la Pologne. Et donc, la première notoriété internationale de Rosa viendra du fait que, successivement, au congrès de l'Internationale socialiste à Zurich précisément en 1893 et 3 ans plus tard à Londres en 1896, elle fera pour la première fois véritablement un esclandre en attaquant et en prenant la parole, en s'efforçant de recevoir un mandat qu'elle ne recevra pas, pour défendre l'existence d'une tendance social-démocrate polonaise opposée à la position traditionnelle qui était celle héritée de Marx par le mouvement socialiste, qui était d'être favorable à la restauration de la Pologne. Son argument étant que ça n'a plus aucun sens, que c'est complètement dépassé par l'évolution historique, que c'est devenu une position réactionnaire et que les travailleurs polonais, dans les États respectifs où ils se trouvent, c'est-à-dire en Russie, en Autriche ou en Allemagne, doivent lutter côte à côte avec les travailleurs des autres nationalités. En 1898, Rosa va faire un mariage blanc avec un Allemand et émigre définitivement à Berlin, au printemps 1898. C'est là qu'elle passera le reste de sa vie, à l'exception de la révolution de 1905, en Russie, et elle commence aussitôt à militer au sein du Parti social-démocrate allemand, qui est le parti, qui est déjà un immense parti avec 1 million d'adhérents, qui est le parti guide, le parti modèle du mouvement socialiste international, tout en continuant à rester à l'intérieur, enfin au sein de son groupe social-démocrate polonais, et à écrire, travailler, militer régulièrement pour lui. Donc, si on regarde à partir de 1898 la vie de Rosa Luxembourg, on peut y voir une double militance et une double vie politique relativement cloisonnée, surtout aux yeux des Allemands. On pourrait dire qu'elle a une vie allemande diurne et une vie polonaise nocturne. Sur la scène publique, elle est une militante, une journaliste, une publiciste rapidement renommée du socialisme allemand. Sa participation au socialisme polonais et par le biais du socialisme polonais au socialisme russe reste par contre en fait constante, sauf peut-être les 2 premières années de son établissement à Berlin, jusqu'à la période de la guerre. Mais il n'y a pas de symétrie entre ces 2 engagements, même si c'est évidemment l'engagement allemand qui a fait sa notoriété et qui est le plus connu.
Le groupe polonais, c'est un groupe très particulier. La biographe Nettel de Rosa Luxembourg a le mérite de souligner ça. Hannah Arendt revient là-dessus, à mon avis, en juste titre, en disant, humainement parlant, c'est quelque chose de très exceptionnel. C'est un groupe composé majoritairement de juifs polonais assimilés, et avec quelques Polonais, je parle de ces cadres, hein, quelques Polonais non juifs aussi, et parfois même, dans le cas du chef du parti, qui était Léo Jogisz, précisément, le compagnon de Rosa, un juif qui n'était pas vraiment polonais, qui en fait était à l'origine russe et se destinait au socialisme russe et qui s'est réorienté sur le socialisme polonais à la suite de certaines circonstances. Je ne vais pas développer ou exposer ça ici. C'est un cadre d'esprit international de révolutionnaires prolétariens, de révolutionnaires professionnels, complètement voués jour et nuit, corps et âme, à la cause révolutionnaire, avec un fonctionnement, bien entendu, clandestin et très largement informel. C'est pour ça que Hannah Arendt parle d'un groupe de pairs. La circulation de l'information, les décisions, bien que très cloisonnées, c'est Jogisz qui tient les fils entre les mains, se fait de manière, en général, par consensus ou d'individu à individu. Et ce groupe fonctionne par moments plus comme un groupe de pression internationale que comme un parti politique. Cherche à se faire reconnaître, à faire passer ses idées dans le mouvement international. Comme parti politique, il connaîtra des hauts et des bas. 3 reprises, il sera quasiment réduit à rien sur le terrain à la suite de la répression. Ça restera en fait toujours une petite organisation de 1000 personnes jusqu'à la révolution de 1905, où là, pendant une période d'1 an, 1 an et demi, il va jouer un rôle extrêmement important. En quelques mois, il passe de 1000 à 40 000, puis à 80 000 adhérents. C'est réellement un parti qui, à ce moment-là, pèse dans l'histoire, mais à la suite, alors qu'il existait depuis 15 ans, en réalité, qu'il était resté un État, je ne dirais pas groupusculaire, mais à peu près. Rosa évoluait donc là, entre ça, les Polonais et le SPD, dans 2 univers politiques très différents de tout point de vue, et elle était en fait très critique et envers l'un et envers l'autre. Je vais d'abord prendre évidemment l'aspect le plus notoire, qui est chronologiquement, il vient en deuxième lieu, qui est son attitude et sa position dans la social-démocratie allemande. Les débuts sont fulgurants. Elle débarque en mai 1898 à Berlin. Elle va trouver, elle dit, je veux m'inscrire au parti, je suis devenue allemande, je vais désormais vivre ici. Et elle va tout de suite jouer un rôle, et ce rôle repose sur un double quiproquo. Le premier quiproquo, c'est le quiproquo qui concerne la minorité polonaise. Elle va partir pendant l'été, faire campagne, il y a une campagne électorale pour le SPD dans les provinces polonaises de Silésie et de Poznanie, en appelant à voter pour le parti allemand au nom de l'unité des travailleurs et donc contre les candidats éventuels du parti socialiste polonais qui se séparait de la social-démocratie allemande. Et elle défend aussi, ce qui est la position du SPD, les droits culturels de la minorité polonaise qui sont soumis à des pressions, et parfois plus qu'à des pressions, en faveur de leur germanisation. Il y a tout un courant qu'on appelle akatiste qui dit ben, la solution avec les problèmes avec la minorité polonaise, c'est qu'on la germanise. Et Rosa écrira d'ailleurs à ce moment-là un petit livre qui s'appelle En défense de la nationalité, qui est un réquisitoire passionné contre la politique de germanisation forcée. Or, dès son premier entretien avec Ignaz Auer, qui est un des 4 dirigeants historiques du Parti social-démocrate allemand, Auer lui dit entre nous, en 4 yeux, ces Polonais, ce qui peut leur arriver de mieux, c'est d'être germanisés le plus rapidement possible. Mais on ne peut pas le dire, on ne peut pas le leur dire. Donc, ce qui va évidemment lui faire un choc qu'elle gardera pour elle, mais
on ne peut pas le leur dire est assez intéressant parce que ça fait la jonction avec le deuxième quiproquo. Auer a dit, c'est la même année 1898 où Bernstein lance ce qui deviendra la querelle du révisionnisme. On peut une série d'articles qui remet en cause beaucoup d'aspects du marxisme et de l'idéologie de la social-démocratie allemande et qui se termine par un plaidoyer. Les dernières phrases sont qu'elle ose, en parlant de la social-démocratie allemande, qu'elle ose paraître ce qu'elle est, non un parti de révolution, mais un parti de réforme sociale. Bon, ça provoque un choc de tous ordres à l'intérieur du parti et plus généralement dans la comment dirais-je, dans la presse allemande et qui vont conduire avec une série d'étapes l'année suivante. Bernstein en fera un livre, etc., à la condamnation de Bernstein et la réaffirmation par la social-démocratie allemande de sa fidélité à l'orthodoxie marxiste. Et Auer était renommé, Bernstein l'avait révélé, pour avoir dit à Bernstein, entre quatre yeux, t'es dit, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on fait, mais qu'on ne dit pas. Donc, un peu la même expression. Il faut dire, il y a le réformisme, et être réformiste et ne renoncer à la révolution, il ne faut pas le dire, même si c'est ce qu'on fait. Et Rosa va se lancer dans la polémique contre Bernstein. Les articles, puis le petit livre qu'elle publiera, deviendront le principal texte politique et théorique dirigé contre le révisionnisme, qui lui assureront, dans l'aile gauche du parti en tout cas, une grande renommée, une grande popularité, et dans l'aile droite du parti au contraire, une première vague d'hostilité et d'animosité. Or, il y avait là un quiproquo fondamental aussi. Rosa intervenait contre Bernstein dans l'idée de défendre le caractère marxiste et révolutionnaire qu'elle attribuait à la social-démocratie. L'intention de la direction social-démocrate en condamnant Bernstein et donc en appuyant la critique de Rosa était de maintenir le statu quo. Il craignait plus que tout au monde que le statu quo soit bouleversé. Parce que tant leur pouvoir interne que leur influence reposait sur une non-intégration au système politique officiel de l'Empire allemand. L'Empire allemand n'était pas réellement, était même assez loin d'être une démocratie libérale. Et donc l'idée d'une intégration politique de la social-démocratie était de toute façon illusoire. Et la puissance social-démocrate reposait sur le fait qu'elle se présentait comme un contre-pouvoir extérieur à la tentation de participation à ce pouvoir. Et c'est ça que les dirigeants sociaux-démocrates, assez lucidement, jusqu'à la guerre de 14, ont voulu préserver. Mais donc, institutionnellement, leur lutte contre Bernstein, dans leur esprit, était quelque chose d'intention conservatrice, faire que les choses restent en l'état, ne bougent pas. Plus tard, des années plus tard, Rosa dira, s'ils m'ont soutenu à ce moment-là, c'est parce que les articles de Bernstein leur avaient fait peur pour les aspects déstabilisants qu'ils recèlent. Ils chiaient dans leur froc, dit-elle, et elle ajoutera finalement, tout mon rôle à ce moment-là se réduit à un dicton polonais qui dit, quand les choses vont mal, c'est juif à l'aide, quand les choses vont de nouveau bien, c'est juif full camp. Donc, elle réalisera assez vite, pour elle-même, la nature de ce double quiproquo sur lequel se fait son entrée dans la social-démocratie, et elle se dépeint donc, dans une lettre comme quelqu'un qui n'appartient pas à la famille, ne bénéficie d'aucune protection, ne peut compter que sur ses coudes, quelqu'un que redoutent pour l'avenir, non seulement ses adversaires, mais aussi, dans le fond de l'âme, ses alliés. Quelqu'un dont ils sentent qu'il vaut mieux le tenir le plus longtemps possible à distance, car il peut rapidement les dépasser de la tête. Je regarde tout cela avec un calme profond.
Je savais d'avance que tout serait ainsi. Je sais également que dans 1 an, 2 ans, les intrigues, les craintes, la jalousie, rien n'y fera. J'occuperai une des premières positions dans le parti. Elle avait clairement des ambitions très élevées. Par moments, elle pouvait même s'imaginer en futur chef de file de la social-démocratie allemande. Elle pouvait écrire: pour l'instant, je dois manifester un radicalisme intransigeant parce que c'est ça qui m'assure une aura, mais plus tard, je m'exprimerai de manière beaucoup plus modérée pour élargir mon audience, etc. Bon, Hannah Arendt s'indigne à l'idée qu'on attribue à Rosa Luxembourg des mobiles comment dirais-je, des mobiles ambitieux. Je pense que ça pose pas de... enfin, il n'y a pas moyen d'avoir des doutes. Elle avait des ambitions personnelles par rapport à la hiérarchie du parti, mais qui étaient évidemment et totalement liées à un projet politique. Ce n'était pas du carriérisme. Alors, ce qui va se passer, c'est que d'une part, elle connaîtra très rapidement un écho étonnant. Elle a débarqué à Berlin en mai 1898, à peu près inconnue, et dès la fin du mois de septembre, elle est nommée rédactrice en chef du journal socialiste de Dresde, qui est un des plus importants journaux socialistes. Et puis, elle est vivement critiquée, elle est désavouée par la rédaction, elle est isolée, et à peine 6 semaines plus tard, à la mi-novembre, elle doit démissionner. Et la même chose va se répéter. L'année d'après, on lui propose d'entrer dans la rédaction du journal central de Berlin, mais on lui fait comprendre que les autres journalistes n'apprécieraient pas tellement, et donc elle renonce. Et 2 ans, de 1902, elle est nommée co-directrice politique du journal socialiste de Leipzig, avec son ami Franz Mehring, voilà, fonction vraiment importante, et ça ne dure même pas 3 mois. Tout le monde se retourne contre elle, y compris Mehring, et elle doit démissionner. Dans le socialisme allemand, on la présente et on la vante par moments comme la meilleure plume du parti depuis Karl Marx. Elle raconte au début, en trouvant ça assez drôle, je la petite phrase d'une lettre, voilà, les gens n'arrêtent pas qu'elle croise, n'arrêtent pas de lui demander est-ce que vous comptez écrire un ouvrage très important, une grande œuvre, est-ce que vous avez déjà commencé? Alors elle dit qui faire? J'ai manifestement l'aspect d'un être qui doit écrire une œuvre importante. Ouais. Et en même temps, avec le recul, on voit elle n'aura jamais de reconnaissance institutionnelle au sein de la social-démocratie. Donc, il n'est évidemment pas question, puisque les femmes ne sont pas éligibles, ni électrices, ni éligibles, qu'elles deviennent parlementaires. Mais le seul poste qu'elle aura jamais, c'est des années plus tard, c'est prof d'économie politique dans l'école du parti, et ça s'arrête là. Et ici, c'est là qu'on peut peut-être s'y arrêter. Dans ces échecs à gravir les échelons du parti, elle va relever, elle va dénoncer toutes les dimensions xénophobes, jamais, alors que c'est pourtant évident, la dimension misogyne. Il y a suffisamment de témoignages qui montrent, par exemple, pour des rédactions de journaux socialistes, en tout cas pour la majorité des membres, il n'était pas question, c'était la première fois que ça se passait, il n'était pas question de se laisser diriger par une femme. C'est quelque chose dont elle ne parle pas. Une fois, elle s'est exprimée là-dessus en disant « Depuis que je suis dans le parti allemand, depuis 1898, donc, je n'ai cessé de me faire insulter personnellement de la manière la plus basse, et surtout dans le Sud, et pourtant je n'ai jamais répondu à ces insultes par une seule ligne ou une seule parole. Le silence méprisant est ma seule réponse, et cela, outre le fait de mon orgueil personnel, pour une raison politique bien simple, à savoir que toutes les insultes personnelles ne sont que des manœuvres pour détourner l'attention de l'objet du conflit. » Il y a une dernière dimension à son expérience dans la social-démocratie allemande, celle-ci forme une contre-société, avec une contre-société globale, avec, comme on a pu parler plus tard du Parti communiste français italien comme formant une contre-société avec une vie, beaucoup d'aspects, de
de tous les domaines de la vie sociale et chez les dirigeants, les cadres, les intellectuels sociodémocrates, une vie mondaine très développée. Ils n'arrêtent pas de s'inviter les uns chez les autres, d'organiser à manger, d'organiser des réceptions, aller au théâtre, aller au concert, et ainsi de suite. Et elle est happée là-dedans et elle trouve ça insupportable. Elle appelle ça se trouver en plein dans la mélasse. Elle les dépeint comme un nid à cancan. Dit, je renifle tant de saleté, je vois tant de faiblesse de caractère, de médiocrité, etc., que je me dépêche de revenir dans mon trou de souris. La deuxième vie politique de Rosa Luxembourg, c'est sa vie polonaise, enfin dans la social-démocratie polonaise, qu'elle appelle notre guignol polono-russe où s'agite cette personne ennemie. Et donc, le parti polonais est en lui-même, c'est un parti polonais uniquement de la Pologne russe. Hein, donc c'est ça le royaume de Pologne, c'est la Pologne russe. Et donc fait partie et veut intervenir dans le cadre de d'abord la création et puis le développement du parti social-démocrate russe. Yogish, c'est quelqu'un qui a tenté de faire la même chose que Lénine 10 ans avant Lénine, mais qui a raté. Donc, en 1890, il a débarqué en Suisse. Il est allé trouver le père du marxisme russe qui vivait là en exil, Plekhanov, qui avait un énorme prestige international, mais qui n'avait rien. Il lui a proposé, Yogish avait beaucoup d'argent avec lui, il avait touché un gros héritage de son père, et il a proposé à Plekhanov de s'associer pour créer une maison d'édition, puisque Plekhanov avait reçu le copyright de toutes les traductions russes des écrits socialistes, notamment de Marx et de Engels, et à partir du réseau de diffusion, de créer les bases d'un parti en Russie même, lui ayant les capacités, l'expérience organisationnelle pour le faire. Et Plekhanov a dit, très bonne idée, mais et comment on va s'organiser concrètement? Et Yogish lui avait dit, il y aura deux dirigeants, vous et moi. Et Plekhanov a dit, mais vous prenez pour qui? Il l'avait foutu à la porte. Et Yogish, du coup, avait créé sa maison d'édition toute seule, avait publié des éditions pirates des choses, mais Plekhanov l'a pris. En fait, Yogish a représenté à partir de là l'ennemi le plus mortel que Plekhanov ait jamais eu dans le socialisme russe. Avec n'importe qui d'autre par la suite, avec qui Plekhanov était en contact, il exigeait qu'il n'y ait aucun rapport avec Yogichev. Plekhanov détestait aussi, mais à un moindre degré, Rosa Luxembourg, mais plutôt comme un sous-produit de sa détestation pour les Yogichev. Et Yogichev a été à tel point isolé, stigmatisé, qu'il a dû renoncer à militer à un niveau russe, et avec le conseil et l'aide de Rosa qu'il s'est, si j'ose dire, replié sur le terrain étroitement polonais. Alors, mais le milieu est le même à l'origine, et ce n'est que progressivement qu'on peut faire une délimitation. Dans les lettres de Rosa, on voit une série d'aperçus à la fois très critiques et très drôles de tous les aspects de ce milieu. Par exemple, sur le centre social-démocrate autour de Plekhanov en Russie, dans l'exil, donc en Suisse même, elle dit c'est comme les âmes mortes de Gogol, hein, le grand roman chef-d'œuvre de la littérature russe. Le héros des âmes mortes, Tchitchikov, est un fonctionnaire retraité qui a monté une gigantesque escroquerie. Il arrive dans des petits patelins et il cherche à acheter, ou il propose d'acheter des âmes mortes, c'est-à-dire des cerfs qui sont déjà morts et dont le décès n'a jamais été enregistré nulle part. Et grâce à cette opération, il peut à la fois se faire passer pour un grand seigneur, un barin, et obtenir des prêts ou détourner de l'argent de diverses manières. En réalité, il n'a qu'une seule personne, un seul cerf, qui est son valet Pietrushka, qui est une sorte de demi-idiot, demi-ivrogne, obséquieux, mais qui fait et qui sert à toutes les viles besognes de son maître. Et Rosa dit, la social-démocratie russe, ce sont les âmes mortes. Il y a Plekhanov
et puis tout autour, un petit groupe de Petrouchka, serviles, comme le disait Georges Valentinovitch, etc. Et ce n'est rien d'autre que cela. D'autres, elle dit, bon, tous les rapports humains chez eux reposent sur la dissimulation. Moi, je n'ai jamais réussi à cacher mes pensées. Plus tard, des bolcheviks, à maintes reprises, elle s'exprimera en parlant de leur sauvagerie tartaro-asiatique. Bon, elle ne fait pas allusion à leur cruauté, mais plutôt à leur mœurs politiques, au sectarisme, à l'intolérance, et ainsi de suite. Le Bund, l'Union des travailleurs juifs de Russie, Pologne et Lituanie, n'est pas mieux traité par elle, vous connaissez très bien. Là, j'avais une citation que je trouvais assez drôle, où elle dit Kremer et Mill, donc, qui sont les deux fondateurs et dirigeants du Bund, sont des personnages composés de deux éléments, l'idiotie et la perfidie. Ils sont tout simplement incapables d'échanger deux mots avec vous, de vous regarder sans avoir l'intention cachée de vous voler quelque chose, moralement bien entendu. Toute la politique du Bund repose sur le même système. Et elle dit, pour l'illustrer, je ne vais pas vérifier si c'était vrai, que le Bund négociait avec les deux tendances de socialistes polonais, les nationalistes et les antinationalistes, en disant nous n'avons pas encore vraiment pris position pour ou contre l'objectif de l'indépendance, de la restauration de l'indépendance de la Pologne. Elle dit ils font ça en attendant de savoir lequel des deux va leur offrir le plus, enfin leur offrir le plus politiquement son temps. Et donc là, l'insistance, elle voudrait que son groupe de socialistes polonais rompe avec ces mœurs nées dans cette atmosphère du mouvement révolutionnaire de l'Empire russe, etc. Donc, il y a quelques phrases, elle dit « La mendicité internationale n'est pas digne d'un parti ouvrier sérieux et un mouvement qui, par manque de fonds propres, est contraint de vivre de mendicité, bâti sur le sable et repose sur des bases fausses. Que les Juifs et les Russes fassent systématiquement la manche chez les Allemands n'est pas une raison pour que nous fassions de même. Notre conduite doit se conformer à nos propres principes moraux. » Mais elle n'est pas plus satisfaite des manières dont, au niveau de l'élaboration des positions politiques, il y a clairement le parti étroitement co-dirigé par Léo et Rosa. Il est impossible, par rapport aux analyses produites à la ligne tracée, de savoir ce qui vient de l'un, ce qui vient de l'autre. Il y a un échange permanent entre les deux. Ce qui rend les choses difficiles, c'est que Léo Guéchot ne parvenait pas à écrire. Il avait, comme on dit, je ne sais pas, il était bloqué quand il devait rédiger. Donc la totalité des textes, des articles, des brochures sont écrites par Rosa. Ça veut pas, mais par contre, tout le monde, y compris elle-même, reconnaissait qu'il avait le premier rôle dans la conception de l'orientation politique. Et en revanche, il tenait complètement en main la direction pratique du mouvement, et c'est là qu'à maintes reprises, elle exprime de fortes réticences vis-à-vis de ce qu'on peut appeler l'intervention, les comportements politiques manipulateurs qui étaient de mise dans ces milieux. Donc, je pris quatre extraits de quatre petites phrases dans des lettres à des moments différents. Elle dit, elle s'adresse à lui, elle dit « Tout consiste, en parlant de ce qu'il fait, tout consiste à pousser, à convaincre l'un, à secouer l'autre, à encourager le troisième, etc. J'aperçois que c'est une bêtise. On ne peut rien faire artificiellement. Il suffit de faire son travail, tout l'art se ramène à cela. Tirer les fils dans les coulisses ne donne rien. Laisse-les s'exprimer. Le résultat sera bon. Tu crois trop en la force magique du mot « obligé » en politique comme dans la vie privée. Moi, par contre, je crois plus en la force du mot « faire ». Ou bien, il faut se dire une fois pour toutes que ça n'a pas le moindre sens de tout critiquer, de pester contre tout sans faire mieux soi-même. L'attitude que tu t'obstines à adopter depuis des années ne te va pas, elle est indigne d'un homme comme toi. Au-delà de ces critiques particulières, il y a exprimé très rapidement chez Rosa une
grande difficulté et une souffrance par rapport à ce que j'appellerais l'aliénation militante. Le fait que dans les rapports militants, ici y compris les rapports au sein de son couple, mais en général les rapports avec ce cercle de camarades étroitement liés, il y a une telle scission entre le militant et l'individu, précisément, ou entre la politique et la vie. Alors là, il y a plusieurs très beaux passages. Je vais en lire simplement deux, sans commenter plus sur ce thème-là. Quand exténué par la sempiternelle cause, je m'asseyais pour souffler un instant, je me mettais à penser à ce qui m'entoure et je prenais conscience que je ne possède aucun coin à moi, que je n'existe nulle part et que je ne vis pas en tant que moi. Ne me dis pas que je suis incapable de supporter un effort soutenu, que c'est le besoin de repos qui parle, que non. Je peux endurer 2 fois plus. Ce qui me fatigue et me lasse, c'est d'entendre partout, de quelque côté que je me tourne, le seul et même mot, la cause. À quoi sert que les autres m'en bourrent le crâne alors que je suis la première à penser à la cause et à m'en occuper? Ce qui m'agace, c'est que chaque lettre que je reçois des autres ou de toi rabâche la même chose. Le numéro, la brochure, cet article-ci, cet article-là. Tout ceci serait parfait si à côté de cela, en dépit de cela, l'homme perçait au moins un peu l'âme, l'individu. Mais chez toi, rien, rien à part ça. Pendant ce temps, tu n'as donc ressenti aucune émotion, tu n'as eu aucune pensée, tu n'as rien lu, tu n'as rien vécu que tu puisses partager avec moi. Tu veux peut-être me poser les mêmes questions. Au moins, au contraire, j'ai à chaque pas, malgré la cause, une masse d'impressions et de pensées. Mais je n'ai personne avec qui les partager. Toi, je m'estime trop pour le faire. Et des années plus tard, pendant la révolution de 1905, elle participe activement à cette révolution. Enfin, elle d'abord de loin, puis pendant 3 mois sur place. Elle écrit un soir, hier soir, par un étrange hasard, j'ai sorti la boîte contenant les dernières lettres de maman et du père, ainsi que les lettres d'Anzia et Joseph de cette époque. Je les ai toutes relues. J'ai pleuré avant les yeux battus et je me suis couché avec une grande envie de ne plus me réveiller. J'ai surtout haï toute cette politique, à cause de laquelle je ne répondais pas des semaines durant aux lettres de mon père et de ma mère. Je n'avais jamais de temps pour eux du fait de mes préoccupations mondiales. Et ça dure encore. Et je t'ai haï, car tu m'as enchaîné pour toujours à cette maudite politique. Hier, j'étais prête à lâcher d'un seul coup toute cette maudite politique, ou plutôt cette sanglante parodie de vie politique que nous menons, à envoyer promener le monde entier. Un genre de culte à Baal, idiot, et rien d'autre, où l'on sacrifie des existences humaines entières à sa propre agitation et à sa morve intellectuelle. Rosa va proposer une alternative dans d'abord un autre rapport à l'écriture politique et à l'action politique. Elle dit, je suis mécontent de comment on écrit les articles, comment on écrit les textes. Tout est si conventionnel, si rigide, si stéréotypé. Ce que nous écrivons, ce que le parti produit, c'est un bourdonnement incolore et sourd, comme le bruit de la roue d'une machine. Je crois que la cause réside en ce que les gens oublient pour la plupart quand ils écrivent de puiser au profond d'eux-mêmes et de ressentir toute l'importance et toute la vérité de la chose écrite. Je crois que chaque fois, chaque jour, pour chaque article, on doit revivre la chose, la ressentir, et on trouve alors des mots neufs qui vont droit au cœur pour exprimer ce qu'on connaît depuis longtemps. Mais on s'habitue tant et si bien à une vérité qu'on débite comme une pâte nôtre les choses les plus profondes et les plus sublimes. J'ai décidé de ne jamais oublier de m'enthousiasmer pour la chose écrite et de puiser en moi-même lorsque j'écrirai. Et plus loin, une autre lettre qui n'a malheureusement jusqu'à présent n'avait jamais été traduite en français, où elle pense qu'elle est celle qui est capable d'inventer complètement une autre manière à la fois de s'exprimer en politique et même d'y agir. Elle dit, je ne vais pas lire entièrement parce qu'il faut que j'aille un peu plus vite.
elle lui dit, Jojo, c'est ce petit nom familier, sais-tu ce que j'ai ressenti très fort? Quelque chose bouge en moi et veut sortir. C'est quelque chose d'intellectuel, quelque chose que je dois écrire. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de la poésie ou de la fiction. Non, mon trésor, c'est dans mon cerveau que je ressens quelque chose. Je sens que je n'ai pas utilisé une dixième ou une centième partie de mes pouvoirs. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai écrit, je suis absolument et clairement que je peux faire un bien meilleur travail. En d'autres termes, comme le dit Heine, j'ai besoin de dire quelque chose d'important. La forme de mon écriture ne me satisfait plus. Dans mon âme mûrit une forme totalement nouvelle, originale, qui ignore toutes les règles et conventions. Je veux toucher les gens comme un coup de tonnerre, enflammer leur esprit, non par des discours, mais par l'ampleur de ma vision, la force de ma conviction, la puissance de mon expression. Comment, où, je ne sais toujours pas. Ris à gorge déployée, je m'en moque. Je suis convaincu que quelque chose s'agite en moi. Et elle dit, notre système, c'est user toute une montagne pour déposer un petit poids au sommet. Il faut inventer totalement un nouveau mode d'intervenir en politique. Je vais arrêter ici. Donc, je vais essayer de retracer par rapport à ces deux expériences de vie politique et je passer au point suivant, ce qui est dans sa manière d'être sujet dans le rapport amoureux. L'amour qu'elle a vécu avec Léo Yogesh est un amour, une relation amoureuse passionnée, totalement entrelacée avec leur collaboration intellectuelle et politique, où il jouait par rapport à elle, d'abord il avait joué un rôle d'éveil et un rôle de formation, mais un rôle de supervision, de contrôle. Elle lui soumettait tout ce qu'elle faisait, tous les articles, enfin tous les projets d'articles, les manuscrits d'articles ou de textes, enfin presque toujours, il lui envoyait des pages et des pages de critiques et de remarques, parfois qu'elle acceptait, parfois qu'elle rejetait ou qu'elle réfutait, parfois elle lui répondait qu'elle elle avait pas besoin de ses critiques parce qu'en fait, elle voyait bien qu'elle avait mieux compris le problème que lui. Donc, c'est certainement pas une relation maître-élève, mais une relation égalitaire, avec une forme de dynamique ou de dialectique qui repose sur des tensions et par moments même des oppositions. Mais en ce qui concerne l'aspect amoureux de la relation, elle est très souvent claire en disant si ma réussite en politique, notamment sa réussite publique, puisque lui, au contraire, n'était absolument pas un homme public, risquait d'empoisonner nos rapports, et elle ajoute à cause de ta fierté, de ta suspicion, si j'étais en face de l'alternative, m'écarter du mouvement et vivre en paix avec toi dans un petit trou, ou bien me séparer de toi, je choisirais d'arrêter la politique, d'arrêter d'être une femme publique. Tu sais à quel point je suis tout à toi, combien je vis avec toi et fais tout par toi et pour toi. Et sur ce point, elle explique souvent que même quand elle a des succès, c'est comme elle est d'abord heureuse parce que c'est quelque chose dont elle sait qui lui fera plaisir, qui la remplira de bonheur, qui la remplira de fierté, etc. Pour elle-même, on s'en fout. Alors, quand on analyse, surtout sur des années de correspondance, il y a évidemment beaucoup de nuances ou de variations ou de dimensions qui peuvent être apportées à ça. Par moments, elle exprime une culpabilité. Par moments, elle se rebiffe devant ses tentatives de la protéger ou ses tentatives de la régenter complètement. Bon, il y a des aspects qui aujourd'hui peuvent paraître invraisemblables. Par exemple,
il ne voulait pas même qu'elle aille acheter une robe seule, sans qu'il l'accompagne, parce qu'il considérait que la robe qu'elle portait avait une signification politique. Et donc, il devait pouvoir. Bon, dans un moment donné, il dit, écoute, arrête de te mettre ces affaires-là, j'achète tes robes comme je veux, et il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin d'un tuteur politique pour choisir la robe que je peux prendre. Par moment, elle lui reproche d'être totalement un contrôleur tatilleux et un éducateur ennuyeux. À d'autres moments, elle parle au contraire de leur relation comme quelque chose d'extrêmement complexe où l'intervention de l'autre, même conflictuelle, est nécessaire, en disant nous ne sommes pas des êtres statiques, toi et moi, nous n'arrêtons pas de bouger, d'évoluer, ce qui implique de passer sans arrêt par des phases d'harmonie et de déséquilibre. Et pour ne pas que ça verse dans un égocentrisme, pas un égocentrisme, le fait d'être totalement centré sur soi-même, pour rester en contact avec l'extérieur, rester en contact avec la vie créatrice, il y a besoin du regard et du contrôle d'un autre qui à la fois se connaît très bien et n'est pas identique au moi. Et elle disait, ce rôle que tu joues par rapport à moi, je le joue aussi par rapport à toi. Alors, au-delà de ça, elle exprime aussi quelque chose de une souffrance qui est une souffrance plus radicale, qui renvoie à une faille sur le fait qu'il reste une extériorité dans la relation amoureuse, qui, à mon avis, je ne vais pas lire, j'ai une très, très, très belle lettre, mais je pense que je n'ai pas le temps de la lire, qu'elle écrit une nuit, où elle exprime absolument cette souffrance-là, et qui, à mon avis, est vraiment quelque chose d'exemplaire d'une position du désir féminin dans une relation amoureuse par rapport à le fait qu'il y ait une extériorité indépassable, une fracture, je ne sais pas une faille incomblable, et qu'elle pointe, et dont elle dit à quel point ça peut lui être par moments insupportable. Au moment de la Révolution, elle le rejoint à Varsovie en décembre 1905. Ils sont arrêtés tous les deux en mars 1906. Là, leurs destins divergeront. Rosa restera 3-4 mois en prison. La social-démocratie allemande a une grande campagne pour sa libération. On achètera des gens, sa famille interviendra aussi, etc. Et dès l'été 1906, sous prétexte d'aller se faire soigner à l'étranger, elle peut quitter la Pologne et l'Empire russe et retourner en Allemagne. Finalement, elle ne sera jamais jugée. Léo est jugé et condamné à, je crois, 12 ans de travaux forcés en Sibérie en janvier 1907, mais il parvient à s'évader. Et après 5 semaines de pérégrination entre la Russie et la Pologne, il arrive sain et sauf en Allemagne. Au moment où il s'est évadé, Rosa... Alors, ce qu'il semble qu'il se soit passé, je ne vais pas entrer dans les détails biographiques, mais pendant son évasion, il était accompagné d'une jeune camarade pour l'aider à s'évader, etc. Et durant cette évasion, la jeune camarade était un peu plus pour lui qu'une accompagnatrice. Il a écrit à Rosa pour lui dire ce qui s'était passé. Donc, elle a refusé de le revoir et elle a rompu complètement avec lui, et cette rupture s'est avérée irréversible. Alors là-dessus, sur les raisons de la rupture, tout le monde donne une interprétation. Elle ne s'est jamais expliquée. Il n'y a pas de document qui soit resté directement sur les raisons de la rupture. Donc c'est là-dessus, par exemple, que je ne vais pas en parler maintenant, explique Hannah Arendt et Radonowskaja donnent des explications complètement différentes. Pour Hannah Arendt, c'est une banale affaire triangulaire, et c'est seulement l'orgueil et l'obstination de Rosa qui a fait que c'est devenu une rupture définitive. Mais Léo était et restait, même par la suite, dit-elle, le seul homme, parce que c'était le vrai homme de sa vie. Rosa s'est tout de suite, la semaine qui a suivi, a eu un amant qui était le fils de son amie Clara Zetkin, qui était beaucoup plus jeune qu'elle, et puis elle en a eu d'autres par la suite, et elle a dit, ça n'a pas la moindre espèce d'importance, c'était lui l'homme de sa vie. Radonowskaja dit qu'au contraire,
pour devenir pleinement elle-même, pour s'affirmer dans toute son autonomie et sa puissance comme femme indépendante. Il fallait qu'à un moment donné, elle dépasse et qu'elle rejette les autres. Bon, moi, je pense que dans les deux cas, Hannah Arendt comme Raya Dunayskaya, c'est de la pure projection d'elle-même dans ce qu'elles interprètent et qu'il n'y a pas moyen, il ne faut pas chercher à expliquer cette rupture. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'elle a continué à militer sous sa direction et en le reconnaissant comme dirigeant politique, tout en ayant de très, très gros problèmes personnels avec elle, parce qu'il, lui, n'acceptait pas, il disait « tu es mienne », il avait décidé de la tuer, il l'avait menacé plutôt de la tuer au point, elle avait vraiment peur et elle a acheté un revolver pour se protéger de cette éventualité. Il a refusé de lui rendre les clés de son appartement en disant que pour les besoins du parti, il pouvait s'y rendre jour comme nuit, donc elle fuyait son propre appartement, etc. Donc il y a toute une série de circonstances du point de vue personnel qui ont rendu le rapport extrêmement pénible, mais elle n'a pas un seul moment flanché, enfin, ce n'est pas le bon mot, mais renier sa position politique. Bon, je pourrais plus développer ça. Mais comme je vois qu'il est déjà 21h15, je vais passer au troisième point, qui est sa position comme sujet éthique. Bon, il y a plein d'idées ou de maximes qui sont très simples, ce qu'elle pense qui est nécessaire d'un point de vue éthique, et en particulier qui est nécessaire chez les femmes. Et elle dit souvent ce que j'attends d'une femme, pour moi, c'est absolument indispensable d'une femme, c'est la bonté. La notion de bonté, soit bon, elle demande ça aux hommes aussi, mais c'est une constante chez elle. La générosité, la fierté, très important, l'assistance sur la fierté, et assumer ce qu'on a à faire dans des situations données. On va voir dans ces relations d'amitié une insistance sur l'authenticité de la relation et l'authenticité du rapport que soi-même on va entretenir avec ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Je donne deux exemples, c'est par rapport à deux de ses grandes amies. La première, c'était Louise Kautsky, la femme de Karl Kautsky. Karl Kautsky, qui a été d'abord un compagnon d'idées de Rosa Luxembourg, puis avec qui elle a une rupture politique et qui est très, très forte à partir, disons, de 1909-1910. Mais Louise est restée, même à renforcer son amitié avec elle. Et Louise a eu pendant une longue période une relation amoureuse avec le jeune frère de son mari, Hans Kautsky, qui a fait scandale. D'abord, Kautsky lui-même, évidemment, enfin le Karl, ça ne lui plaisait pas, mais en général, dans tout ce milieu du Parti social-démocrate allemand, le fait qu'il y ait un adultère d'une femme qui avait déjà près de 40 ans, mère de famille, etc., et qu'en plus, ça soit avec le jeune frère du mari, était vrai. Et donc, il y avait de fortes pressions sur Louise Kautsky. Elle-même éprouvait de fortes difficultés, une culpabilité avec ça. Et en même temps, cette relation a duré fort longtemps. Et la seule qui l'a soutenue pleinement, et qui l'appuyait, c'était Rosa. Et dans une lettre à quelqu'un d'autre, à une autre amie, elle dit que quand elle a connu Louise Kautsky, elle dit qu'elle était robuste. C'est une femme robuste, satisfaite, presque endurcie, achevée, une femme achevée. Et par la suite, vivant cette relation d'amour, cette difficulté, les souffrances qui l'ont accompagnée, elle dit, c'est devenu un être sensible, un être doux, dont les yeux sont pleins d'étonnement, d'inquiétude, de tâtonnement et de recherche. Et on voit à travers cette appréciation, je pense, l'échelle de valeur qu'elle met là-dessus. À l'inverse, Clara Zetkin, qui a toujours resté très, très proche d'elle politiquement, mais qui a vécu une relation un peu dans l'autre sens. Le deuxième mari de Clara Zetkin était nettement plus jeune qu'elle, et après un certain nombre d'années, s'est détaché d'elle. Et pendant la guerre, il a dit la relation était finie, qu'il n'aimait pas, qu'il voulait divorcer, et elle lui a refusé le divorce, elle lui a interdit de le quitter, et ça a bouleversé, ça a extrêmement choqué
Rosa qui disait que pour elle, c'était de la bassesse de refuser de s'accrocher à un amour qui était mort et que c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre, cette absence de fierté chez une femme, et en particulier une femme comme Clara qui était à la tête du mouvement de libération des femmes. C'est là qu'elle a cette phrase terrible dans une lettre en disant « Si mon meilleur ami me déclarait « Un seul choix s'offre à moi, commettre une bassesse ou mourir de douleur », je lui répondrais avec une tranquillité implacable « Eh bien, meurs ». Elle va parler de l'amour, encore en disant qu'elle a réalisé que l'amour, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie, et encore plus pour une femme, qu'elle ne peut même pas imaginer une femme qui n'aspire pas à l'amour, mais qu'il faut être lucide sur le fait que ce qui est important dans l'amour, c'est l'amour lui-même, beaucoup plus que l'objet qui éveille l'amour. Mais que le fait d'être dans une relation amoureuse, dit-elle, permet de voir le monde comme un conte de fées scintillant. Elle elle fait sortir de soi ce qu'il y a de plus noble et de plus beau, elle rehausse ce qu'il y a de plus commun et de plus humble, et permet souvent de vivre dans l'ivresse ou dans l'extase. Il y a quelque chose en excédent qu'elle exprimera de plus en plus clairement dans les dernières années, en particulier dans les lettres de prison. Peut-être c'est le fait même d'être en prison, d'être isolée. Elle exprime à quel point c'est une souffrance globale. Jusque-là, elle n'avait fait que des courtes peines. Elle est restée 2-3 mois en prison en 1904, en 1906, en 1907. Pendant la guerre, elle passera d'abord 1 an, de février 1915 à février 1916, 5 mois de liberté, et puis de juillet 1916 à la révolution de novembre 18. Donc elle va passer la grande majorité de la guerre 14-18 sous les verrous, et avec le sentiment d'une vieillesse insupportable et d'une vie qui s'atrophie de plus en plus. Et sur ce point aussi, il y a sur cette importance d'une dimension d'excès dans l'existence, d'excédent plus exactement, l'excès n'est pas le bon mot, d'excédent par rapport à toutes les finalités qu'on peut se tracer dans le travail, dans la lutte, dans les relations de camarades, d'amitié, etc., elle va mettre l'accent sur ce point. En particulier, elle va avoir une sorte de désaccord qui va apparaître à propos d'un roman, de Galsworthy, roman que je ne connais pas d'ailleurs, qui s'appelle La propriétaire, justement encore avec Clara Zetkin, où visiblement, qui montre une héroïne dans le roman, de Titi, une créature trop faible pour se frayer en chemin dans le monde à la force du poignet, et qui reste au bord du chemin comme une fleur écrasée. Elle a passé le roman à Clara Zetkin qui lui avait dit « Moi, je n'ai aucune compréhension pour les dames qui ne sont que des appareils sexuels et digestifs, richoisives, jolies, etc. » Et Clara répond comme si chaque femme pouvait devenir agitatrice politique, sténo, téléphoniste ou quoi que ce soit d'utile dans le genre. Et comme si les belles femmes, la beauté, c'est aussi la grâce et la finesse intérieure, comme si les belles femmes n'étaient pas déjà un cadeau du ciel parce qu'elles sont un plaisir des yeux. Toi, donc Clara, tu es comme un archange qui se tient devant la porte de l'état du futur, et tu ne veux pas laisser entrer des femmes inutiles. Et moi, je lui dis, dit Rosa, je leur dis, laisse-les orner la terre comme les colibris et les orchidées. Je suis pour le luxe sous toutes ses formes. Alors, je voudrais conclure, pour revenir sur tous ces points dans vos questions, si vous en avez.
en disant, il y a une expression d'une angoisse par rapport à la vie qui bien entendu dépasse toute dimension rationalisable qu'elle a saisie et qu'elle a exprimée par moments. Elle dit, si je souffre, ce n'est pas à force de nostalgie et ce n'est pas pour moi. Ce qui me torture à chaque fois, c'est la pensée, quelle vie était-ce là? Que cet homme ait vécu. À quoi cela a-t-il servi? Je ne connais pas de pensée aussi terrible que celle-là, au point que je sens en moi une déchirure quand je commence à y penser. Et par rapport à cette angoisse sur le non-sens ultime de l'existence, quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait réussi dans l'existence, ça n'a pas de sens parce qu'on va mourir et qu'il n'y a pas d'autre chose que cette échéance-là. J'ai pensé trouver chez elle deux réponses différentes qu'elle va chaque fois raconter sous forme, à des moments différents, mais sous forme d'une histoire qu'elle narre. Et une histoire conduite par des associations libres. La première réponse est une réponse où elle parle par rapport au sentiment océanique qu'on peut éprouver devant la mer. Et de là, elle associe en disant que le spectacle que donne l'océan est un spectacle éternel, immuable, superbement indifférent, où vous submerge du coup le sentiment de votre propre néant. Ce n'est pas un thème nouveau, on trouve déjà depuis longtemps, par exemple chez Kant, etc. Et elle poursuit, elle passe de la mer à ce moment-là à autre chose. Pour moi, le spectacle des chutes du Rhin en Suisse, cette écume jaillissante, ce gouffre d'eau blanche et bouillonnante, cela nous dit, il en a toujours été ainsi. Et l'homme, avec son pouvoir, sa volonté, sa science, apparaît tout à fait superflu. Et elle répond à ce sentiment, je pense qu'il vaut mieux se précipiter dans les chutes du Rhin et y disparaître, telle une coque de noix, plutôt que de hocher sagement la tête, le laisser continuer son vacarme comme il l'a fait du temps de nos ancêtres et comme il continuera à le faire après nous. Donc, et la deuxième réponse, je ne vais pas commenter, vous pouvez, je pense que tout le monde peut saisir ce qui se joue dans ces passages. La deuxième réponse, c'est un récit d'un souvenir de son enfance qui lui est venu parce qu'elle pense trois vers. Et elle dit, je ne comprends pas pourquoi je pense tout le temps ces vers qui me trottent dans la tête, alors que je ne me rappelle pas les avoir lus dans aucun poème. Et les trois vers sont, en français en tout cas, évidemment, je pense que c'est en allemand ou en polonais, je ne sais pas, blotti parmi les arbres est ton petit jardin, où rose et œillet attendent ton amant, blotti parmi les arbres est ton petit jardin. Et ces vers lui font penser ça. La vie joue avec moi un éternel jeu de cache-cache. Il me semble toujours qu'elle n'est pas en moi, pas là où je me trouve, mais quelque part au loin. Elle se rappelle un souvenir quand elle était enfant. Elle a dû rester très longtemps allongée au lit du suite de la maladie de sa jambe qui faisait qu'elle avait une jambe plus courte que l'autre et qu'elle boitait. Et le matin, tôt le matin, elle se levait secrètement parce que son père leur avait interdit de se lever avant lui. Elle allait à la fenêtre, elle voyait la cour. Et dans la cour, il y avait le domestique polonais qui s'appelait Anthony, qui était là pour balayer la cour, qui baillait un peu au corneille, qui rêvait appuyé sur son balai et qu'elle observait, elle observait en même temps avec le soleil qui se levait. Et elle décrit ce souvenir d'enfance en disant « Sa façon de balayer la cour était d'un poète. Et c'était aussi le plus beau moment de la journée, avant que le grand immeuble caserne ne s'éveille et que ne commence sa vie bruyante et pleine de claquements et de coups de marteau. Sur la banalité triviale du pavé, l'aube étendait une paix religieuse. Le haut, dans les premiers carreaux, étincelait de l'heure matinale du premier soleil, et tout en haut flottaient de petits nuages vaporeux qu'un souffle colorait de rose avant qu'ils ne se perdent dans la grisaille du ciel de la grande ville. À cette époque, quand elle était enfant, je croyais dur comme fer que la vie, la vraie vie, était là-bas,
quelque part au-delà des toits. Au fond, j'étais la victime d'un jeu sacrilège. La vraie vie est justement restée là-bas, dans la cour où j'ai vu et rêvé avec Anthony. Et donc, tout le moteur d'une vie est de penser que la vraie vie est plus loin, plus haut, plus au-delà. Et en même temps, c'est une immense illusion. La vraie vie, elle était là depuis le début. Elle était dans cette cour, dans cette rêverie d'enfant qui s'était levée secrètement. Voilà, je vous remercie. Je n'ai pas trop dépassé. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Alors, je ne pense pas qu'on ait de questions. Moi, j'en ai une seule qui est anecdotique. Tu disais à un moment qu'elle n'a jamais répondu aux injures, aux attaques misogynes. Est-ce qu'elle répondait aux attaques racistes ou bien c'était vraiment une politique qu'elle avait décidé de ne pas répondre aux attaques personnelles, quelles qu'elles soient, de quelque type qu'elles soient? Non, elle répondait aux attaques racistes. Donc, elle avait notamment 4 vers de Heinrich Heine qui disait, chez nous en allemand, tout ce qui a été apporté d'un peu intelligent, d'un peu critique, etc., c'est les étrangers qui nous l'ont apporté. Hein, il n'y a aucun Allemand qui aurait été capable de... Bon, et donc, elle leur envoyait souvent ces 4 vers à la figure, quoi. D'accord. Je regarde s'il y a des questions qui sont posées. Non. Non, bah alors effectivement, comme ça a déjà été une conférence passionnante, mais longue, je te remercie infiniment. À bientôt. Au revoir. Au revoir.